Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Lefebvre, Fabrice Rothenauer, François Haas, tous les trois archéologues au service municipal d'archéologie de la ville de Beauvais. Ils vont vous présenter les matériaux de construction dans l'architecture beauvaisienne à travers le temps, donc avec une grande diversité de matériaux, la brique, le torchis, le pan de bois, enfin tout ça, ils le développeront bien mieux que moi. Cette conférence aurait dû avoir lieu le 21 septembre 2023 dans le cadre de la 2e édition du mois de l'architecture et du patrimoine, mais un empêchement ne l'a pas permis. Donc nous sommes très heureux de tout de même vous proposer cette conférence aujourd'hui. Elle sera diffusée uniquement sur Internet, sur la chaîne YouTube culture.beauvais.fr. Donc je vais leur laisser la parole. Merci. Merci Marie. Alors, bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence sur les matériaux de construction dans l'architecture beauvaisienne à travers le temps. Alors, l'étude des matériaux de construction a pris une importance certaine dans l'histoire de l'architecture et de manière plus générale dans notre approche des cultures matérielles à travers le temps. Ce constat a été fait dans le cadre d'une journée d'études réalisée en 2010, traitant de l'économie et du mode d'organisation du chantier du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle. Alors, pourquoi cet intérêt pour les matériaux de construction ? Ils sont tout d'abord une source de connaissances sur les sociétés anciennes. Ils renseignent directement ou indirectement l'histoire des connaissances et des évolutions techniques, voire technologiques, le rapport de l'homme à son environnement, proche ou éloigné, l'économie de la construction. Enfin, ils nous renseignent sur le rapport à l'esthétique en fonction des périodes. Le développement des méthodes d'étude renforce également cet intérêt. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne va pas forcément l'aborder pendant la conférence, mais il y a effectivement un recours à la géologie et aux techniques physico-chimiques pour l'identification de ces matériaux et pour établir leur constitution finalement. Alors nous allons nous intéresser plus directement à Beauvais en réalisant un panorama finalement assez large de l'utilisation des matériaux à travers le temps. Nous n'allons pas réaliser une étude poussée pour chaque matériau, puisque nous n'aurions clairement pas le temps aujourd'hui. Et nous allons nous concentrer sur des données qui sont issues majoritairement des données de fouilles. Je note simplement pour finir que certains matériaux ont un peu été mis de côté, le verre notamment, le métal, bien que effectivement le métal a une importance certaine dans l'histoire de l'architecture beauvaisienne, de l'architecture tout court. Alors je vais démarrer par quelque chose de relativement peut-être anecdotique, mais parce qu'il s'agit d'une découverte relativement exceptionnelle sur Beauvais et probablement peu connue du public, et qui nous permet finalement d'évoquer les premiers habitants du territoire. Il s'agit d'un site archéologique qui a été fouillé au lieu-dit Butte de la Justice à Beauvais, donc à l'est de la ville. On voit qu'il est là sur le profil situé à droite, sur le profil topographique. Le voici. On voit ici une fouille qui était établie sur une cuvette de plateau, juste au pied d'une petite butte que l'on retrouve ici. Voilà. Et donc, cette fouille qui a été réalisée dans le cadre de la route nationale 31, travaux autoroutiers pour vraiment l'ouverture sur l'autoroute en 1992-93, fouille qui a été menée par Jean-Luc Locht, qui a permis la découverte sur près de 800 mètres carrés de nombreux artefacts, dont voici une série, nombreux artefacts parmi lesquels donc effectivement de l'outillage en silex, que je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas le propos et que je ne saurais pas le faire, qui ont bénéficié d'une répartition spatiale que nous voyons ici, comparée à la répartition spatiale des ossements ici de Rennes qui était largement majoritaire sur le site. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, on note des zones de concentration, ici et là, notamment de concentration de faune éclatée, d'ossements de rennes éclatés, à proximité de concentration de débitage en verre, ici le nombreux éclats de silex, ici et ici, qui laissent supposer des zones d'activité finalement, de taille de silex, qui sont surtout des outils qui permettent de traiter la peau, ainsi que quelques pointes d'éclat de Levallois, donc ce qui permet vraiment de couper, tailler et racler les peaux, à côté de deux foyers qui n'ont pas été retrouvés, qui sont laissés supposer vraiment par cette concentration importante
d'ossements de rennes éclatés, ici et ici, qui permettent de supposer vraiment de deux unités d'habitation finalement, et qui correspondent à des habitations temporaires, donc à un camp de chasseurs du paléolithique moyen. Donc on serait vers moins 75 000, entre moins 90 000 et moins 75 000. Et donc je vous raconte tout ça parce que effectivement on a un site relativement proche, mais plus récent et beaucoup plus éloquent d'un point de vue des vestiges, puisque des foyers ont également été retrouvés, qui permettent d'attribuer une restitution de bâtiments associés à un campement de chasseurs. On voit ici une unité de type tente avec un foyer qui est ici encore intégré à la construction, mais on voit à droite, ici dans cette restitution, donc vraiment avec de tentes construites en bois, avec des pots ici de rennes, que le foyer est sorti à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est simplement les études récentes qui montrent entre ici, il y a un article de André Leroy-Gourand des années 70, et ici les résultats d'une étude beaucoup plus récente, simplement que voilà, les choses ont un peu évolué, qu'on sait maintenant que les foyers sont à l'extérieur, mais tout ça pour expliquer que les premiers habitants, donc là, de Beauvais, sont cet habitat temporaire, un campement de chasseurs avec des bâtiments construits en bois et pots de rennes. Plus récemment, et là on triche un petit peu puisque nous sommes à proximité de Beauvais, à Saint-Martin-le-Neu, un bâtiment sur poteau a été découvert lors d'une fouille réalisée par l'INRAP, sous la responsabilité de Samuel Guérin en 2022-2023. Le rapport n'est pas encore sorti, donc Samuel Guérin a eu l'amabilité de nous prêter ses résultats finalement pour une première évocation. On voit à gauche un bâtiment sur poteau qui est constitué d'une unité architecturale, un bâtiment sur poteau rectangulaire de 91 mètres carrés avec une exèdre visible ici, potentiellement une seconde exèdre qui a ensuite été retirée pour mettre en place cette seconde petite construction à coller. Les analyses ont permis de mettre en évidence qu'il s'agissait bien d'une aire d'habitat et pas d'une aire de stabulation, aucune activité polluante directement sur le lieu de ce bâtiment sur poteau. Et quelques pesons ont été retrouvés, 7 en tout, dans le bâtiment, montrant qu'il y a une activité de tissage à l'intérieur de ce bâtiment. Donc on est bien ici sur une construction sur poteau planté, avec une voire deux absides. Nous verrons un tout petit peu plus loin une restitution d'un bâtiment proche de celui-ci, certes un peu plus récent, puisque comme je le disais, celui-ci est du néolithique final, donc il a été daté vers moins 2200 à peu près. Toujours à Beauvais, mais beaucoup plus proche de nous, donc sur la fin de l'âge du fer, donc Tène finale, on est vraiment sur les périodes entre moins 150 et moins 50 avant Jésus-Christ. On retrouve plusieurs sites qui se développent notamment au nord et au nord-est de la ville actuelle. Ici au lieu-dit Croix-Poulette, un site de ferme indigène, dite indigène en tout cas, gauloise, avec ses enclos qui sont marqués, et très très peu de vestiges conservés de bâtiments, mais on en voit un ici, un bâtiment sur 6 poteaux, qui est probablement un grenier sur poteaux plantés. Donc encore une fois, le matériau privilégié étant le bois, mais également nous avons des traces de torchis ici brûlé, qui a été retrouvé dans une fosse vraiment à proximité de ce bâtiment sur poteau. Et également, je ne l'ai pas ici sur plan, mais on la voit sur le plan précédent, une fosse d'extraction ici importante qui permet probablement d'aller retirer cette matière première pour fabriquer le torchis. Et on retrouve une restitution d'un grenier sur 4 poteaux plantés. On voit l'omniprésence du bois, le torchis et une couverture en chaume. Au-dessus, une restitution d'un bâtiment sur 6 poteaux, potentiellement, qui a été retrouvé là pour le coup, je crois à Heunebourg, si je ne me trompe pas. Pour finir finalement cette mise en bouche pour les périodes à venir sur Beauvais, je termine sur un bâtiment qui est relativement proche dans sa physionomie du bâtiment vu tout à l'heure au néolithique final, mais pour illustrer un peu cette période de l'âge du fer, puisque, comme vous l'aurez noté, on n'a pas de bâtiment d'habitation sur Beauvais connu pour la protohistoire, probablement pour des questions de conservation.
Mais ici, un bâtiment retrouvé à Verberie, lors d'une fouille dite le Buisson Campin. Là, on retrouve un bâtiment format relativement rectangulaire avec des absides et une restitution de ce bâtiment sur poteau, avec une architecture quand même déjà relativement développée. Donc il y a eu un certain nombre d'hypothèses de restitution. Là, c'est une des dernières, une de celles qui est retenue, avec effectivement cette architecture relativement complexe en bois, torchis et toit de chaume. Je vais laisser la parole à François, qui va enchaîner sur l'Antiquité. Oui, merci Fabrice. Donc là, nous allons descendre au fond de la vallée, et avec la création de la ville au début de notre ère, donc dans les toutes premières années du millénaire. Donc la ville est construite pour sa première phase directement sur le sol naturel, comme on le voit sur les deux photos, car là sur le côté, vous voyez des lambourdes qui supportaient un plancher de bois, évidemment, qui étaient installées dans des légères tranchées pour aménager ces maisons. Là, il n'y a pas de photo, mais les murs étaient également torchis et reposaient sur des sablières, donc des poutres qui délimitaient les bâtiments, qui étaient en contact direct avec le sol. Donc là, on voit bien une transposition des méthodes de construction que Fabrice vient de vous exposer au fond de la vallée. Malheureusement pour ces aménagements, le fond de vallée est nettement plus humide, donc il y a eu très rapidement des contraintes hydriques, et on a pu voir sur la place du Jeu de Paume, où ont été retrouvés ces éléments, un réaménagement relativement rapide, avec une évolution rapide de la construction et l'aménagement de sous-bassements en pierre. Donc c'est là qu'on voit l'introduction de la pierre de construction. Ces sous-bassements en pierre donc supportent les élévations en torchis et finalement remplacent les sablières en bois qui évidemment n'ont pas eu avec l'expérience longue pérennité. Donc vous voyez sur les deux photos présentées les résultats d'une fouille du boulevard de l'Assaut, où nous voyons des murs constitués de moellons de craie et de calcaire, et dans l'angle du bâtiment, selon deux angles différents, un gros dé ici et là. D'autres ont été retrouvés un petit peu plus loin sur toute la longueur du mur et correspondent au sous-bassement, au support de poteaux qui, au lieu d'être plantés comme c'était le cas jusque-là, reposent dorénavant sur des blocs massifs qui permettent donc une certaine stabilité. Donc un autre exemple de ces murs de sous-bassement qui ont la particularité, Sébastien a pu le voir sur différents chantiers, ici à gauche sur la place Foch et à droite à l'emplacement de l'ancienne maternité Saint-Laurent, donc le long de la rue Saint-Laurent, où ces murs de sous-bassement qui ne sont finalement pas très hauts, puisqu'ils ont, on le voit, 4 assises de pastoureaux, que je vais vous présenter après, ce qui représente à peu près 40 à 50 cm de haut. Ils ont la particularité donc d'être parfaitement plans au sommet, donc là on le voit assez nettement, là aussi, et cela ne correspond pas à des arasements postérieurs, mais bien plutôt à un aménagement destiné donc à supporter une sablière qui est donc maintenant hors d'eau. Donc je vous ai parlé des pastoureaux, je les ai déjà évoqués. Donc les pastoureaux sont des petits moellons de pierre qui ont en façade, en partie visible, donc en façade, en parement, un module de l'ordre de 10 cm de côté. Ils sont carrés, comme vous le voyez sur la photo de droite, et ont souvent, mais pas de façon systématique, un profil en coin, c'est-à-dire qu'ils partent en pointe à l'intérieur des murs, ce qui leur permet donc d'être parfaitement solidaires des maçonneries. Donc là, deux exemples de murs fouillés dans la crypte du quadrilatère. Ici, un autre exemple où on voit bien donc les assises de pastoureaux, sur la gauche, principalement à droite. Les pastoureaux ont disparu, mais on voit bien leurs traces dans le blocage, donc dans l'épaisseur du mur, qui montre bien le puissant ancrage de ces pastoureaux qui pouvaient avoir jusqu'à 20 cm de profondeur dans le mur. Donc ces pierres ne sont pas extraites localement, donc quand je dis localement, c'est vraiment sur les coteaux de la vallée, mais ils viennent plutôt de la vallée de l'Oise et dans l'aval de la vallée du Terrain. Donc vous voyez à droite une carte avec Mérard, Saint-Va-les-Mélos, Saint-Le-Desserand et Saint-Maximin. Voilà, donc là on est vraiment à proximité donc de Creil. Et donc ces matériaux étaient apportés en ville, à Beauvais, par voie d'eau, évidemment, par le biais du terrain. Sur la gauche, vous voyez 3 points qui correspondent aux carrières les plus importantes
connu à Beauvais et qui là permettait l'extraction de la craie sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Donc là aussi, d'autres éléments qui viennent donc de la vallée de l'Oise, les éléments de parure. Donc ce sont tous les éléments qui permettent à la fois d'orner, on va dire, les bâtiments publics, donc à l'aide de colonnes, comme vous le voyez à droite, un chapiteau corinthien en bas, un autre réemployé au-dessus, et des éléments d'entablement, comme ici, un élément qui a été trouvé sur la place du Jeu de Paume. Et les colonnes servaient également de support aux trottoirs, aux portiques qui couvraient les trottoirs dans toutes les rues de la ville. Donc un autre élément plus anecdotique, mais qui finalement a un rôle important dans les constructions antiques, c'est la craie damée. Cette craie, comme je viens de vous l'expliquer, a été extraite directement sur les flancs de la vallée du Terrain, donc à proximité directe de Beauvais. Et à l'époque antique, on n'avait pas la technique pour en faire de la pierre de construction. Donc finalement, cette craie était complètement pulvérulente et utilisée comme un élément de fondation. Donc elle était installée dans des tranchées de fondation, damée fortement, et pouvait atteindre une résistance très importante pour supporter des maçonneries conséquentes, comme on le voit sur la photo de gauche. Donc là, on a un mur qui peut être restitué jusqu'à 8 mètres de haut. Là, il n'en reste qu'à 1,50 m. Mais ces fondations donc, ont résisté parfaitement et ont eu un rôle de portance très important. Donc cette craie damée se retrouve partout en ville. Dès que des murs sont fondés, là à droite, la légende a disparu, mais il s'agit de la place Jeanne Hachette. Et donc, si le mur a disparu, on retrouve bien la semelle de craie, ici, qui pouvait atteindre parfois jusqu'à 60 cm d'épaisseur et supporter, donc, comme je le disais, les maçonneries. Autre élément relativement discret par rapport aux bâtiments qu'on a l'habitude d'étudier, le blocage et le mortier de chaux qui rend solidaire tous ces éléments. Donc le blocage correspond à des petits moellons de craie, donc là qui peuvent aussi être extraits à proximité directe de Beauvais, mais qui n'ont, comme vous le voyez, pas un aspect ni une forme très précise, hein, donc on voit que ce sont plutôt des éclats. On retrouve aussi ponctuellement des silex, puisque évidemment dans la craie on retrouve des silex. Donc tout ça est disposé, comme vous le voyez, de façon relativement régulière, par assise, qui correspond également à la pose du parement. Donc là on a une construction parfaitement solidaire. La construction du mur donc s'organise de façon systématique. À une assise correspond 1 litre de blocage, et le tout est noyé dans un mortier de chaux. Donc le mortier de chaux est constitué, comme aujourd'hui, de sable, de chaux, produite à partir de craie chauffée, et de sable qui lui aussi doit être extrait localement. Ce mortier et le blocage donc, constituent 80% des maçonneries qu'on peut étudier. Et donc là-haut, une photo en plan qui vous montre à la fois le parement de part et d'autre, donc en pastoureau, et le blocage, où on retrouve bien tous ces petits éléments qui sont disposés, on va dire, pêle-mêle, mais noyés dans le mortier. Les décors intérieurs pour les maisons, on va dire, d'un certain niveau, sont ornés d'enduits peints qui sont constitués de chaux, de sable et de pigments colorés, évidemment. Et donc là, on a à peu près la même composition que le mortier, mais avec des procédés qui sont évidemment un peu plus fins et différents, puisqu'en fait les enduits peints sont constitués de différentes couches de mortier qui partent d'un élément relativement grossier vers quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus riche en chaux, donc plus solide et plus apte à recevoir des décors. Donc le décor que vous voyez là a été fouillé et découvert sur la place du Jeu de Paume. Autre matériau utilisé, la terre cuite, mais à l'époque antique, elle correspond à un usage, prend place dans un usage beaucoup plus limité et n'est pas utilisée pour des constructions entières. Donc la partie la plus systématique que l'on retrouve dans nos chantiers, évidemment, sont des éléments de couverture. Donc là, c'est une restitution donc, du système avec tégula, forme d'agrafe, qui sont disposées les unes à côté des autres, et les joints sont faits par les imbriquets qui permettent donc d'avoir un toit qui n'a pas d'infiltration. Malheureusement, la photo de droite n'est pas tout à fait satisfaisante, mais elle correspond à un foyer aménagé en tégula réutilisé. Donc on voit qu'il y a, enfin là on ne le voit pas, mais vous allez me croire probablement, le foyer constitué de 9 éléments de tégulae
dont les rebords ont été retirés. Donc en fait, on se trouve face à 9 éléments plans disposés en carré qui supportaient un petit foyer domestique. Voilà. Et sur votre gauche, on voit un mur en pastoureau rythmé par des arrases de briques, donc qui permettent une stabilisation des maçonneries, puisque là on est sur un mur qui fait à peu près 90 cm de large et qui, donc là on a un rôle mécanique, mais également un rôle de décor, voilà, qui rythme un petit peu l'élévation, puisqu'en fait on considérait jusque-là que tous les murs en pastoureau étaient enduits, sauf que des découvertes tout à fait récentes, notamment au quadrilatère, mais également à Vandeuil-Capli l'année dernière, semblent indiquer que les murs n'étaient pas, en tout cas systématiquement, recouverts d'enduit peint, mais qu'ils pouvaient rester comme ça, avec des pastoureaux et ces arrases de briques. Autre usage tout à fait spécifique, mais qui nous permet d'évoquer ici 2 chantiers de découvertes intéressantes dans la ville de Beauvais. Donc à droite, des dessins de 1905 qui évoquent les thermes découverts sous l'église Saint-Étienne, à l'occasion de travaux de restauration. Donc ces thermes sont caractérisés par la présence d'hypocaustes, donc c'est un système de chauffage par le sol, qui est marqué par des petites pilettes constituées de briques en terre cuite, sur lequel repose un sol en mortier. Voilà. Et il y a un système de chauffage, donc ce qu'on appelle le praefornium, c'est un système de four qui permet de faire pénétrer la chaleur dans les espaces laissés entre les colonnes et de chauffer la pièce qui se trouvait au-dessus. Donc ça, ces éléments-là sont parfaitement aujourd'hui méconnus, puisqu'il ne reste que cet article de quelques pages, publié par les auteurs à l'époque. Mais lors d'une opération qui a été réalisée au 19 de la rue Saint-Lucien, un important lot de tubuli, cuneati, donc c'est le terme précis, qui correspond donc voilà à cet élément restitué. Donc ça fait comme une brique creuse, si vous voulez, voilà, c'est un exemple là assez précis, et qui, comme vous le voyez en dessous, correspond à un claveau d'une voûte dans laquelle la fumée d'évacuation des hypocaustes pouvait circuler. Donc ces éléments nous permettent de savoir que dans le secteur, donc là on est vers l'abbaye Saint-Lucien, vers l'actuelle église Notre-Dame-du-Til, qu'il existait un bâtiment, donc on peut imaginer une villa dotée de thermes privés ou d'un système de chauffage. Donc là on va changer un tout petit peu de période, on va aborder le Bas Empire, à travers le monument évidemment le plus caractéristique de cette époque, le castrum, construit à la fin du 3e, début du 4e, qui remploie massivement, pour ne pas dire exclusivement, des matériaux de la ville du Haut-Empire que je viens de vous évoquer rapidement. Donc les fondations sont constituées de blocs de grands modules qui ont à peu près une hauteur de 50 cm. Ces éléments correspondent aux maçonneries des grands monuments publics, donc monuments publics du Haut-Empire, démontés, retaillés pour avoir des blocs relativement réguliers et qui servent là de fondation. Donc ici vous avez la fondation de la tour Le Lier, donc c'est la tour qu'on entreaperçoit à droite de la photo, qui reposait donc sur 5 assises de ces blocs, eux-mêmes installés sur une fine fondation de craie damée que je vous ai déjà évoquée, et au-dessus de laquelle l'élévation était aménagée, donc constituée de pastoureaux, ces pastoureaux étant eux-mêmes déjà récupérés dans les constructions également du Haut-Empire. Et vous voyez ces lignes plus sombres qui correspondent à des arrases de briques, comme je vous l'ai déjà évoqué. Ces arrases de briques, en fait, sont des éléments de tuiles retaillés. Et à l'occasion de restauration, on a pu aussi observer la présence d'éléments de marbre. Donc vraiment, ce sont des éléments durs, simplement disposés pour rythmer la maçonnerie et assurer aussi une stabilité comme évoqué. Voilà. Et le blocage, évidemment, qu'on a pu apercevoir à différents endroits de ce rempart, là aussi, c'est du blocage. Ce sont des différents éléments de petits moellons de craie, mais on a pu aussi retrouver des éléments sculptés, donc quelques fragments de chapiteaux, de colonnes, cassés en petits modules, pour intégrer le blocage. La ville qui est donc défendue par ce rempart du Bas Empire, elle est assez méconnue et on n'a aucun indice très tangible à vous montrer de l'habitat civil. On a une mention au sein du quadrilatère, mais ce sont des fouilles anciennes, donc on a a priori une réoccupation des constructions romaines jusqu'à l'époque mérovingienne. Je vous ai présenté le plan des thermes de Saint-Étienne, puisqu'on a ici l'hypothèse qu'il y ait une continuité de l'occupation entre
le Haut Empire, ou en tout cas des constructions antiques maintenues dans le temps et qui ont servi à aménager la première église quelques siècles plus tard. Et cette hypothèse repose sur des exemples qui sont bien connus ailleurs en France, notamment près de Metz, à Saint-Pierre-aux-Nonains, où là on a encore l'élévation romaine qui sert de construction à l'église consacrée. Voilà. Enfin, qui était consacrée à l'époque, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et je laisse la parole à Sébastien. Alors concernant le Haut Moyen-Âge, on a moins de données, parce que l'habitat de cette période-là est moins retrouvé par l'archéologie. Ce qui nous donne déjà quand même une indication, c'est qu'il s'agisse de la zone urbaine et périurbaine. Donc cette rareté des vestiges nous donne vraisemblablement une bonne indication de la nature de ce bâti. On peut supposer qu'il était plutôt constitué de matériaux périssables, un petit peu à l'image du bâti qui existait durant l'époque proto-historique, plutôt que du bâti en dur, comme celui de l'époque romaine. On a un exemple à l'extérieur du centre urbain historique d'un bâtiment du Haut Moyen-Âge. Il a été retrouvé donc rue Louis-Prache, dans le secteur du village de Notre-Dame-du-Tille, non loin de l'abbaye Saint-Lucien. Il s'agit d'un habitat tout à fait caractéristique de cette période du Haut Moyen-Âge, puisqu'il s'agit d'un fond de cabane. Donc sur la photo, dont on voit les vestiges sur la photo en bas à droite, avec une restitution. Donc à gauche, c'est là une sorte de tente, la construction basse, excavée. Donc la particularité de ces structures-là, c'est d'avoir une partie excavée, au fond de laquelle souvent se placent les poteaux de l'ossature de bois. Sur le même site a également été retrouvé, peut-être pas forcément contemporain, un petit peu plus tardif, un grenier sur 4 poteaux d'une typologie tout à fait ressemblante vraisemblablement à celle qu'on a déjà vue pour la période proto-historique. Donc là, on cesse vraisemblablement majoritairement d'utiliser la pierre comme matériau de construction. Alors on a des exemples de réoccupation de bâtiments gallo-romains durant l'époque mérovingienne, mais de construction, les exemples sont pour l'instant pour Beauvais extrêmement rares, voire même inexistants. On a quelques exemples connus ailleurs qu'à Beauvais, mais la caractéristique du Moyen-Âge, c'est même en milieu urbain, de vraisemblablement cesser de construire au moyen de pierres de construction. Cette particularité, cette évolution concerne l'habitat domestique, mais vraisemblablement aussi les bâtiments monumentaux. On a un texte qui nous donne cette indication. Il date de 1078. Il nous mentionne que l'église Saint-Nicolas, enfin dédiée à Saint-Nicolas, et Saint-Lucien qui se situait dans le castrum, un peu au sud du palais épiscopal qui est encore en élévation aujourd'hui, était construite elle aussi en bois. C'est une église vraisemblablement appartenant à la communauté de Saint-Lucien et qui peut avoir été construite au moment des invasions scandinaves, donc durant on va dire, le 9e siècle, 10e siècle, au moment où l'abbaye Saint-Lucien était vraisemblablement repliée au sein du castrum. À partir du Xe siècle, et ça jusqu'au XIe siècle, on constate l'existence au sein de Beauvais de constructions en pierre, mais là, comme pour le IVe siècle, on continue de réemployer des pierres de construction récupérées sur le bâti antique qui devait encore, sans doute à l'état de ruine ou des récupérations sur ces bâtiments antiques qui devaient subsister au moins partiellement encore en élévation à cette période-là. Donc en bas à gauche, c'est l'exemple de la salle Saint-Pierre, un des bâtiments qui composent le cloître actuel. Et puis les deux autres photos sont évidemment la basse-œuvre de Beauvais, construite à partir on va dire dans le courant de la seconde moitié du Xe siècle. Donc d'autres exemples sont connus dans Beauvais, à proximité de la Basse-Œuvre, toujours dans le castrum, dans le quartier épiscopal. C'est l'exemple de la collégiale Saint-Barthélemy. On connaît encore évidemment son chœur qui est en élévation, chœur qui est construit non pas
en bloc de réemploi, mais en pierre de craie, vraisemblablement de provenance locale. Mais une bonne partie de la nef de cette ancienne collégiale était construite en pierre de réemploi, donc en pastoureau. On les reconnaît, notamment sur cette photo-là, on reconnaît le petit module, les pierres de petit calibre. Il s'agit bien de pastoureaux tout à fait comparables à ceux des murs du castrum. Donc là, cette collégiale Saint-Barthélemy a été construite en 1037. C'est un texte qui nous l'indique. Donc il faut attendre vraisemblablement le Moyen-Âge classique pour voir apparaître à Beauvais les maisons dites en pan de bois. On a encore quelques exemples malgré les destructions causées par les bombardements. Évidemment, une matériaux de construction, une majorité de bois employés qui reposent souvent sur des soubassements en pierre. Donc là encore, comme pour la période antique, on voit que les poteaux reposent sur des dés un peu plus imposants, et les soubassements sont soit construits en pierre et puis un peu plus tardivement parfois en briques. Donc maison avec ou sans encorbellement. Les exemples beauvaisiens peuvent remonter pour les plus anciens du XIVe et plus majoritairement XVe siècle vraisemblablement. Donc il faut attendre le XIIIe, XIVe siècle pour voir réapparaître des constructions en pierre, et des pierres qui, cette fois, ne proviennent plus de récupération, mais des carrières locales. Donc jusqu'au XIIe siècle, on réemploie les pierres des bâtiments gallo-romains, et à partir du XIIIe et XIVe siècle, on commence à exploiter les carrières locales, les carrières de craie locales, qui vont offrir des pierres de construction d'une qualité tout à fait satisfaisante. On a un exemple assez précoce dans Beauvais, c'est celui de l'église abbatiale Saint-Quentin, où là on note l'omniprésence de pierres de craie, donc non pas de calcaire mais de craie, donc des carrières beauvaisiennes. Et là on voit que le module finalement copie celui des pastoureaux. Donc on est bien encore dans une tradition un petit peu à la mode antique. On n'a pas de gros modules, on fabrique, finalement on essaie de copier les pastoureaux omniprésents durant l'Antiquité. Mais il s'agit bien ici de pierres issues des carrières locales. Bon, voilà un exemple, la carrière dite Saint-Pierre, qui se situe au niveau du hameau actuel de Bongenou, sur la commune d'Allonne. Donc on a également des exemples relativement anciens, les premières constructions, donc une multiplication des constructions en pierre, même si elles restent beaucoup plus marginales que les maisons en pan de bois, à partir du XIIIe, XIVe siècle. Et pour les exemples les plus anciens de maisons civiles, c'est le XIIe siècle. Les plus anciens exemples remontent au XIIe siècle, et l'exemple le plus connu pour Beauvais, c'est la maison dite romane, qui se situait juste à côté du palais, de l'ancien palais épiscopal, avec cette succession de baies, vraisemblablement une claire-voie. Donc construction qui remonte vraisemblablement de la première moitié du XIIe siècle, vraisemblablement un bâtiment associé appartenant au chapitre de la cathédrale, et donc construite en pierre, comme beaucoup des maisons de chanoines qui existaient tout autour de la cathédrale. Donc on a quelques textes qui nous mentionnent l'existence de maisons en pierre. Donc cette mention, puisque rarement les textes évoquent les matériaux de construction employés pour les maisons, la mention de maisons en pierre souligne vraisemblablement leur rareté au sein de l'espace urbain beauvaisien. Si on signale qu'une maison est en pierre, on peut supposer que c'est du fait de sa rareté. Elle est utilisée par exemple comme élément de topographie, élément de repérage dans les textes, par exemple une parcelle à côté de la maison en pierre. Cette précision suppose que ce type de construction était suffisamment rare pour qu'il puisse constituer des éléments de repère importants et satisfaisants.
Pour les exemples les plus anciens, des maisons domestiques construites en pierre, donc c'est le XIIe siècle. Et puis on a quelques exemples supplémentaires au XIIIe siècle. Une maison détruite largement pendant la guerre, même s'il subsistait à l'issue des bombardements le pignon, mais il n'a pas survécu à la reconstruction. Par contre, cet exemple-là est encore en élévation. Il s'agit anciennement d'une maison dite hôtel de Maubeuge, datable du XIIIe siècle, et dite aujourd'hui chapelle Rostropovitch. Un autre exemple de bâti en pierre, bien connu dans Beauvais, celui du grenier à sel, datable du XIVe siècle, vraisemblablement. Donc évidemment, cet emploi, les constructions en pierre restent marginales en ce qui concerne les maisons civiles qui majoritairement devaient être en pan de bois. À signaler évidemment l'emploi massif des pierres de construction vraisemblablement issues des carrières locales pour la construction de la cathédrale gothique et du chœur gothique à partir de 1225, évidemment. Voilà une diapositive qui fait une introduction avec un autre matériau de construction qui est la brique. On vous présente dans un premier temps ces carreaux de pavement qui sont présents de manière assez importante dans les constructions à partir du XIVe siècle. Ces carreaux de pavement, comme leur nom l'indique, étaient utilisés comme revêtement de sol dans évidemment les maisons les plus cossues, les plus riches. Le Moyen-Âge voit l'apparition de la réutilisation de la brique dans la construction. Alors, il ne faut pas imaginer donc des briques qui sont construites, confectionnées localement. On connaît des briqueteries. Celles qu'on connaît sont majoritairement un peu plus tardives, puisqu'elles remontent essentiellement du XVIIIe et du XIXe siècle. On n'a pas encore retrouvé de briqueterie plus ancienne à Beauvais. Cet usage de la brique commence à partir du XVe, XVIe siècle, donc à la toute fin du Moyen-Âge. Il ne faut pas imaginer des maisons entièrement construites en brique à l'époque. L'usage de la brique restait encore relativement réservé aux cheminées, donc aux souches de cheminées, aux foyers des cheminées, aux sols. On a quelques sols de cette période-là qui sont construits en briques. Et puis éventuellement au soubassement des maisons, donc soubassement qui supporte les sablières et l'ossature de bois des maisons, et puis briques qui peuvent être également utilisées comme ourdis, mais les exemples sont rares et peut-être un peu plus tardifs. Donc voilà un exemple de sol, de briques. Celui-là a été retrouvé préalablement à la construction du nouveau théâtre du Beauvaisis, un sol donc entièrement en briques, et celui-là doit dater du 15e, 16e siècle vraisemblablement. Et là, la sole, non pas le sol, mais la sole, donc c'est-à-dire l'endroit où on plaçait le foyer le feu dans la cheminée, donc où on voit l'emploi de briques et ici de tuiles plates également. Alors les exemples de construction qui emploient plus majoritairement la brique sont relativement nombreux dans Beauvais, mais systématiquement plus tardifs. On a un exemple, c'est la chapelle funéraire dans le cimetière de Notre-Dame-du-Tilh, de l'ancienne paroisse de Notre-Dame-du-Tilh. Un autre exemple, accolé à l'hôtel de Maubeuge, ici, avec un essai de décor, avec des briques un peu plus sombres ici. Voilà un exemple de premier étage, là, c'est pas un soubassement, mais le premier étage qui est construit entièrement en briques et avec des chaînages de pierres calcaires ou de craie. Le remplissage des murs, on retrouve des briques sur cette maison qui n'existe plus aujourd'hui, mais une maison qui était bien connue avant les bombardements. C'est la maison dite aux faïences qui se situait rue de la Manufacture. On retrouve cet exemple dans le secteur accolé à la maladrerie Saint-Lazare, qui correspond à l'enclos des pestiférés aménagé à partir tout début du XVIIe siècle, qui est construit majoritairement
en briques avec des chaînages de pierres calcaires. Au niveau de la ferme du Gros Chêne, à la périphérie de Beauvais, en allant vers le bois du Parc, c'est l'inverse. On a des chaînages en briques et des murs qui sont majoritairement construits avec des pierres issues des carrières locales, non pas du gros module, mais du moellon de taille beaucoup plus réduite. Tout ça est tout à fait comparable à ce qui se produit dans la région, avec un usage beaucoup plus massif de la brique à partir du XVIe, XVIIe siècle, avec évidemment l'exemple bien connu du château de Crèvecoeur-le-Grand, et des exemples également un peu moins connus, comme cette maison, cette demeure bourgeoise qui existe encore dans le village de Crillon, autour de Beauvais. Donc brique évidemment qu'on va retrouver et qui va être employée massivement dans les siècles suivants également, après le XVIIe, XVIIIe siècle. Alors effectivement, comme Sébastien le disait, on a à partir du XIXe siècle le développement vraiment d'une production industrielle dans le Beauvaisis de la brique, avec on le sait, une diffusion de ces productions de manière nationale, internationale, notamment par le développement du chemin de fer, un essor qui est vraiment dû à ce développement du chemin de fer. Alors on ne sait pas exactement où étaient les briqueteries antérieures au XVIIIe siècle. À partir du milieu du XIXe siècle, on commence à bien les localiser dans le Beauvaisis. On sait qu'il y en avait à Beauvais, sur le plateau Saint-Jean notamment, à rue de Saint-Just-des-Marais également. On sait aussi que dans le Beauvaisis, il y en avait de nombreuses. À Allonne, par exemple, on a trois briqueteries qui sont connues, dont la briqueterie de Wulf, si je ne me trompe pas. Il faut signaler que effectivement le terroir est relativement favorable quand même à l'installation de briqueterie, à la fabrication de la brique dans le Beauvaisis. Tout comme le Beauvaisis est favorable à la fabrication de céramique, par cette présence assez massive d'argile dans le pays de Bray notamment. Ce développement d'une production industrielle qui se voit dans la ville de Beauvais à partir du milieu du XIXe siècle, avec vraiment une généralisation de la brique dans l'architecture civile ici illustrée, notamment par exemple sur les grands boulevards de ceinture de la ville, sur ces grands boulevards qui sont récupérés grâce à l'abandon de l'enceinte urbaine, au comblement du fossé. Ici on a un exemple notamment avec le boulevard Saint-André de belles maisons bourgeoises qui mêlent une brique prédominante avec de la pierre calcaire et on le voit pas très bien, mais en partie haute, une utilisation de la céramique dans l'architecture sur des bandeaux justement de décoration. Céramique dans l'architecture qui est développée à ce moment-là aussi de manière assez importante à Beauvais, par notamment la manufacture Grébert, Colosier ou Boulanger. En bas, un exemple d'une autre maison bourgeoise de la rue du Maréchal Leclerc, donc à la sortie ouest de la ville, où l'on voit la signature, enfin pour cette maison de style néoclassique, la signature de l'architecture Weil en 1850. Donc effectivement un usage important de la brique par les architectes locaux. En haut à droite, un autre exemple de la rue Gambetta qui là aussi mêle architecture de brique et de pierre, avec là aussi un style, j'aurais du mal à qualifier, puisque quelque part entre le néo-gothique et Art Nouveau, effectivement. Donc on a parlé d'architecture civile, ici architecture un peu plus monumentale avec le lycée Félix Faure construit à la fin du 19e siècle, 1898 si je ne m'abuse, avec une architecture qui mêle là aussi une architecture de briques avec des éléments un peu plus élaborés, donc vraiment contour de fenêtres, colonnades, entablements en pierre calcaire. D'autres exemples de bâtiments en briques de facture plus modeste, notamment Maricel, rue du Faubourg Saint-André, où l'on voit vraiment là des maisons quasiment intégralement en briques, avec simplement des bandeaux en pierre calcaire. Et à droite, une architecture un peu plus mixte, qu'on n'a pas encore vue pour le moment, avec une brique qui va servir vraiment pour les angles, pour les parties en dur, et un remplissage en pierre meunière prise dans ciment, mortier de ciment. Donc vraiment un usage de la brique sous un peu toutes ses formes, pour des bâtiments de facture plus modeste, des bâtiments civils relativement cossus, et également
pour des bâtiments, dans ce cas-là pour une école, dans le cas qu'on a vu, j'aurais pu montrer un exemple d'église également, en briques, enfin voilà, vraiment une utilisation massive de la brique à partir du milieu du 19e siècle à Beauvais. Pour terminer sur ce sujet des matériaux de construction, et en guise d'ouverture, à partir de la reconstruction de la ville à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'usage massif du béton, mais un usage assez intéressant du béton, puisque le béton finalement ne se voit que très peu dans Beauvais. La photo malheureusement ne permet pas forcément de se rendre compte pour l'immeuble de gauche, puisqu'on a vraiment une structure en béton, le béton est omniprésent, mais finalement en façade on ne le voit que par des bandeaux et par les encadrements des ouvertures, le reste étant habillé de parements de pierre calcaire, qui permet finalement de garder cette architecture beauvaisienne entre la brique et la pierre calcaire. Mais de manière générale, voilà, le béton devient prédominant dans l'architecture, dans la construction en tout cas à Beauvais. Et on aurait pu finir avec l'exemple du quadrilatère qui finalement est le contre-exemple de ce que je viens de dire, puisque là on est sur une architecture avec une présence massive, physique, visuelle, du béton. Et je vois que M. Kaczynski a quelque chose à rajouter. Oui, en l'occurrence, l'endroit où le béton se verrait le plus, c'est notamment dans cette architecture-là. On a beaucoup de passages qui ont été réalisés et c'est à ces moments-là où la structure béton apparaît complètement. Donc là par rapport à cette image où effectivement on a la chance d'avoir en fait des habillages, on est plutôt sur un système de béton avec des poteaux dalles et ensuite des façades qui viennent en habillage et qui, elles, reprennent plutôt les caractéristiques des façades traditionnelles, puisque bien souvent on retrouve des maçonneries épaisses. Même celles que vous décrivez, ce sont des vraies maçonneries qui auraient pu être porteuses, hein, mais qui ne le sont pas toujours dans le dispositif de construction. Mais donc on est sur des murs qui peuvent faire 30-35 cm d'épaisseur, comme de la construction traditionnelle. L'architecture de la reconstruction est quand même plus compliquée que ce qu'on pense. Et à Beauvais, on est sur une reconstruction qui a commencé tôt, dès le régime de Vichy au niveau de la réflexion. Et on n'est parfois pas forcément dans des murs porteurs en béton. C'est souvent une architecture en fait, déjà de pierre de taille, de récupération aussi des déblais. Mais on est dans une architecture assez qualitative, on va dire. Le béton, c'est plutôt... on entre dans les années 1950-55, mais nous, on a une reconstruction quand même qualitative avec des murs porteurs en pierre. J'avais juste quelques questions, notamment sur la période antique, parce qu'on a parlé beaucoup de l'introduction de la pierre. Je suppose que cette introduction est liée avec, on va dire, l'arrivée de l'influence romaine, puisque ces murs de Pastoureau, on les retrouve aussi, c'est des principes constructifs déjà qui viennent des Romains. Oui, tout à fait, c'est vraiment une construction caractéristique, et donc on retrouve ce module, ce petit module à peu près dans l'Empire, en tout cas dans la région, c'est assez caractéristique, oui. Et de cette là, on a parlé beaucoup de la pierre et finalement peu du torchis parce que c'est périssable. Mais comment vous savez que, parce que souvent les murs de pierre que l'on retrouve, c'est des fondations ou des parties vraiment basses de murs, comment vous pouvez savoir qu'au-dessus il y avait du torchis et que ce n'était pas entièrement des murs de pierre? Alors justement, il y a une diapo, c'est là où on voit justement les dés dans l'angle des maçonneries qui correspondent au support des poteaux. Et justement, là, les arases parfaitement horizontales comme on a ici, voilà, indique donc l'emplacement d'une sablière qui repose sur les maçonneries. Donc finalement, ça correspond vraiment au soubassement. Pour les maisons qu'on a aujourd'hui, ça correspond au soubassement en briques ou en silex ou voilà, ce genre de choses. Donc là, on a déjà les prémices, finalement, dès l'Antiquité. Et vous avez retrouvé au niveau proto-historique du torchis brûlé, mais sinon au niveau romain, il faut forcément qu'il brûle pour qu'on le retrouve, ou on peut retrouver des traces de torchis sans avoir brûlé? Alors, le torchis brûlé, évidemment, garde les éléments de clayonnage, donc c'est très facile de l'identifier. Ça, on en a retrouvé assez régulièrement dans Beauvais, donc pour l'époque romaine, particulièrement au IIIe, puisqu'on sait qu'il y a un incendie très puissant, on va dire, autour de la cathédrale, même si on n'arrive pas aujourd'hui à le circonscrire précisément, mais on a une série de chantiers où on retrouve cet incendie avec beaucoup de torchis brûlés. Encore au quadrilatère, bon, c'est un peu la période d'en parler, mais on en a retrouvé également à ce moment-là. Sinon, le torchis, quand il n'a pas brûlé, a tendance évidemment à redevenir de la terre, ce qu'il est quand même. Et on peut le retrouver notamment dans des remblais, puisqu'en fait les murs en torchis servent
à exaucer le sol. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure des remontées capillaires qui posaient des problèmes, on a l'hypothèse souvent émise d'une dalle de craie générale qui supporterait la ville romaine. Il s'avère que c'est une dalle qui vient justement rehausser le sol d'une ville primitive installée dans le fond de vallée humide. Et parfois, ce n'est pas forcément de la craie damée, mais c'est justement des épaisseurs assez importantes de terre, stérile, avec une couleur assez caractéristique, brun clair. Et dedans, on retrouve assez régulièrement des éléments d'enduit peint. Donc, on peut supposer assez facilement qu'on est face à un mur en torchis qui a servi de remblai. Donc, on ne retrouve plus les éléments de clayonnage ni rien, mais bien la terre avec l'enduit peint qui a été récupéré et mélangé à tout ça. Et tu as évoqué aussi pour l'Antiquité qu'on ne savait pas encore faire des pierres de construction avec la craie de Saint-Martin. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas à cette époque-là et qu'on y arrivera plus tard? Alors on en avait parlé avec M. Kaczynski lors de notre promenade dans la ville. C'est une technique des carriers qui extrait la pierre dans la carrière, qui la laisse sécher un certain temps, elle acquiert donc une certaine solidité, donc c'est une forme de calcin, j'imagine. Enfin là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une validation de principe qui permet donc d'avoir une pierre de taille plus résistante. Mais la craie telle quelle, on l'a bien vu, là, on est allé les visiter, on prend un bloc, on le ressort, il est assez vite pulvérulent. Alors, on a quelques exemples de murs romains qui emploient des moellons de craie, notamment au jeu de paume. C'est des petits modules, après quasiment de la taille d'un pastoureau, d'une pierre calibrée, calcaire, comme on voit sur l'image. Mais l'exploitation n'était absolument pas massive. N'était pas du tout comparable à celle qu'on a pu connaître à partir du XIIe, XIIIe siècle. On savait le faire. Mais c'était une pierre qui n'était pas choisie. On préférait largement des pierres beaucoup plus résistantes du Lutétien, issues des carrières de la vallée de l'Oise. La craie est beaucoup plus gélive, résiste beaucoup moins au gel. Parce que j'ai toujours pensé qu'on avait commencé à utiliser ces pierres-là au Moyen-Âge parce qu'elles étaient plus près aussi. Oui, il y a forcément aussi de l'opportunisme, mais c'est quelque chose dont on peut parler finalement, c'est le savoir-faire, c'est l'évolution technique. Et parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le mesurer non plus. Pas pour tous les matériaux en tout cas, mais je pense qu'effectivement il y a une évolution de la maîtrise technique. On sait par exemple que pour la construction des cathédrales, pour la pierre de taille, on a vraiment une évolution de la technique, des outillages qui permettent de rationaliser la fabrication finalement, d'aller plus vite, ce qui permet d'en utiliser plus facilement. Et j'imagine que pour l'Antiquité, on est exactement sur la même chose. Il y a un apport d'une connaissance technique pour la pierre, j'imagine, ce qu'on n'avait pas forcément à la protohistoire dans le nord de la Gaule. Attention, dans le sud, on retrouve déjà des éléments en pierre. Mais j'imagine qu'il faut aussi le voir sous ce spectre-là. C'est vraiment une évolution de la connaissance, de l'utilisation, de l'usage et une expertise. Parce que ces bâtiments sont fabriqués par des gens qui sont des artisans, qui sont présents et qui doivent développer une technique. Et voilà, enfin, j'imagine que effectivement, pour le principe de la craie, même si elle était déjà utilisée de manière peut-être marginale à l'époque romaine, on n'a pas forcément l'usage, la technique pour l'utiliser de manière massive, et pour l'extraire, pour la sécher, pour l'utiliser justement. Voilà. Voilà. J'ai une dernière question par rapport à l'introduction, enfin pas l'introduction, mais le réemploi plus important de la brique au XVe, XVIe siècle. C'est pas spécifique à Beauvais, puisqu'on le voit pas mal dans l'architecture monumentale ailleurs, mais on l'explique comment? La question est intéressante. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer à Beauvais. Ce qui est intéressant, c'est le différentiel même chronologique dans l'utilisation de la brique en fonction des régions, même des villes parfois. J'ai été surpris de voir que la brique apparaissait de manière assez tardive finalement dans l'architecture du Moyen-Âge à Beauvais. Enfin, pas qu'elle apparaît, mais bien qu'elle se généralise un peu, voire qu'elle ne se généralise pas, justement, au Moyen-Âge. Et ça m'a franchement surpris que ça soit le cas à Beauvais. En Alsace, évidemment, puisque j'en reviens, il y a une utilisation assez massive dès le XIIIe siècle. Plus proche, à Noyon, on en retrouve beaucoup déjà au XVIIe siècle. À Beauvais, on en a peu, finalement.
comparativement. Alors même que Sébastien nous montrait l'exemple du château de Crèvecoeur, qui est quand même intégralement en briques au XVIe siècle. 3 souhaits aussi. 3 souhaits aussi. Et le pourquoi, on ne le connaît pas. Parce qu'on devait avoir un bâti déjà en pierre, mais en pan de bois, de qualité déjà existant sur Beauvais, qui a largement empêché de voir apparaître ce genre d'architecture finalement nouvelle, employant majoritairement de la brique. Et peut-être également une absence d'extension de la ville sur ces périodes-là. On n'a pas de nouveau pôle d'habitat au XVIIe, XVIe, très important, à la périphérie de la ville. On n'a pas de naissance de faubourg nouveau. On a un habitat qui est vraisemblablement figé largement sur ces périodes du XVIe, XVIIe, XVIIIe. Par contre, au XIXe, on voit un développement de l'habitat périurbain qui laisse la place à la construction, là justement, de maisons entièrement en briques, etc. Peut-être que la reconstruction qui a été nécessaire aussi après tout ce qui est guerre de 100 ans et siège de 1472 a peut-être aussi appelé l'usage d'un autre matériau, j'en sais rien. Après, on a du mal à imaginer l'ampleur des dégâts causés par le siège de 1472 sur le bâti civil. Bon, on voit bien des zones, des secteurs de la ville qui ont été touchés. Et oui, on aurait pu évoquer également, quand on a évoqué l'emploi de la pierre dans la construction, le cas des caves. Parce que c'est pas parce qu'on a une maison en pan de bois en élévation qu'elle emploie majoritairement du bois et du torchis. Il y a également, souvent, très fréquemment, des caves sous-jacentes qui, elles, sont exclusivement construites en pierre, issues des carrières locales. Des exemples de caves, on en a à Beauvais, à partir, bon, évidemment à l'époque romaine on a quelques exemples, mais pour le Moyen-Âge à partir du XIIIe, XIVe siècle, donc de vastes caves de style gothique sur croisées d'ogives, etc. Et puis alors, une multiplication des caves à partir du XVIIe siècle, avec là une typologie complètement différente, des caves de tailles diverses, parfois très petites, jamais très très grandes, et avec des voûtes en berceau, surbaissées, en anse de panier. Voilà. Donc on a aussi tout un usage de la pierre qui est un petit peu dissimulé en sous-sol également. Pour revenir sur le matériau brique, parce que dans certaines villes romaines ou gallo-romaines, l'usage de la brique a déjà été très développé. Oui, oui. Et qu'est-ce qui nous donnerait l'explication, ou est-ce que vous l'avez, du fait qu'ici à Beauvais, c'était peut-être plus la pierre qui a été utilisée que la brique, alors qu'il y avait les ressources finalement à l'époque autant qu'aujourd'hui? On avait les deux ressources en fait. Il faudrait voir si les régions où la brique est privilégiée comme ça aussi précocement, il y a à disposition à la fois de la pierre, à la fois de la brique. Bon. Alors pour la brique, il y a quand même une autre explication qui peut venir, c'est parce qu'il faut chauffer. Donc oui. la ressource en bois des forêts. Donc est-ce qu'on sait mettre en adéquation les deux? Dans les réflexions que vous avez sur l'évolution effectivement des paysages antiques, parce que ça revient à ça aussi. On a beaucoup de mythologie sur le sujet, sur les forêts, qui n'étaient peut-être pas aussi denses qu'on peut l'imaginer. Alors, pour la question des briques à l'époque antique, il ne faut pas oublier qu'on a une production potière très importante dans le pays de Bray, voilà, tout à côté de Beauvais. Donc on peut imaginer facilement et sans aucun argument que voilà, la forêt, enfin le bois a une fonction déjà de production plus importante pour l'industrie potière finalement que pour la brique qui peut être remplacée plus facilement. Effectivement, vous évoquiez les poteries. Est-ce que par exemple dans ce que vous avez pu retrouver de traces, on retrouve des poteries qui viendraient d'autres régions du monde gallo-romain et qui remontent jusqu'ici ? Oui. Comme partout ailleurs. Par contre, bon là on ne va pas parler à la place de notre collègue qui maîtrise parfaitement les aires de diffusion des différentes céramiques. Elle a noté l'absence de céramique à Beauvais par rapport à d'autres villes proches, du fait justement des productions locales qui les remplacent assez facilement. Voilà. Donc là, bon, ça je ne vais pas
détaillé, mais en tout cas, il y a quand même des manques par rapport aux villes voisines, grandes villes voisines, par justement notre industrie locale, production locale. Et juste pour compléter les vues que vous aviez des rues du 19e, enfin qui avaient je pense que la rue Victor Hugo, c'est un exemple assez intéressant, parce que là, on a vraiment un beau panel. Oui, tout à fait, oui. Qui vous permettrait, enfin, je veux dire, encore plus d'enrichir le catalogue. Là, on le voit plus, c'est quand vous parliez effectivement de nouvelles croissances urbaines, le fait de réutiliser les emplacements des anciens remparts, c'est sûr que c'est... Et là, on retrouve bien cette production-là. Donc là, facilement, en fait, on l'identifie bien quand on est sur Beauvais. Mais on a toutes ces rues qui sont hors rempart, on va dire, hors anciens remparts, qui ont vraiment un caractère et qui sont très riches, là aussi, en termes architecturaux. Tout à fait, oui. Oui. Toutes ces rues qui rejoignent les boulevards de Ceinture, effectivement, qui sont de la même veine, finalement, qui ont été permises. Alors, parce que là, dans ce que vous nous montrez, on a pas mal d'exemples où on va presque dire les deux matériaux, enfin briques et pierre, qui s'associent. Mais là, il y a effectivement l'exemple des moellons, effectivement, que vous aviez évoqué, mais c'est vraiment une période où on retrouve encore plus de matériaux en fait dans les façades. Enfin, c'est vraiment, il y a une forme d'éclectisme à ce niveau-là qui est très développé. Oui, tout à fait. Il y a un jeu sur les façades, parce que c'est vrai que finalement j'ai pris des exemples assez classiques là. J'en ai même oublié de mettre un exemple comme la maison Grébert pour la céramique. Mais bon, effectivement, il y a une multiplicité d'architecture et de jeux sur les façades, d'association de matériaux. Et effectivement, je pense que les architectes se sont beaucoup amusés avec ces différents matériaux pour les combiner et puis créer une forme d'animation de la façade, des façades plutôt. On parle des périodes très très éloignées, mais ça fait partie déjà de notre patrimoine. Et c'est quelque chose d'important, et on les a là pour le coup sous la main encore. Donc de préserver ce patrimoine-là, c'est vraiment très important par rapport et de pouvoir en garder le plus possible les caractéristiques. La difficulté, on l'avait évoqué lors d'une autre conférence, vous évoquiez les savoir-faire. On sait très bien que notamment au niveau des mortiers, les Romains avaient un savoir-faire extraordinaire, avec beaucoup de recettes qui ont été perdues et qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui. Là, on se retrouve aussi dans des situations un peu comparables aujourd'hui pour, par exemple, réhabiliter ou rénover ces constructions qui sont avec justement et une diversité de matériaux et des techniques qui étaient déjà très, très poussées. Oui, sans compter le coût probablement qui est associé justement à cette technicité nécessaire. Alors quand je dis technicité, c'est aussi, je veux dire, dans ces maisons-là, par exemple, on n'employait pas le béton. Hein. Oui. Mais on était quand même, on avait des techniques pour malgré tout compenser les déformations. Donc le fait de, par exemple, monter les maçonneries sur terre ou sur sable, et non pas avec des mortiers ciment comme on fait aujourd'hui, ça avait des raisons spécifiques. Et donc, quand on revoit un peu comment c'est construit, et quand justement on réintervient sur ces constructions, c'est vraiment important d'avoir ces connaissances. Vous indiquiez qu'il y avait un incendie vers le 3e ou 4e siècle, assez conséquent autour de la cathédrale. Est-ce que vous avez trace d'autres incendies majeurs sur le Beauvais intramuros à d'autres dates, autres que effectivement la période du siège éventuellement? Oui, on en a plusieurs. On en a un qui est bien connu, peut-être deux, par les textes, celui qu'on date de 1180 et un autre de 1188. Peut-être qu'il y a une confusion d'ailleurs. C'est un même incendie qui est survenu dans ces années 1180, qui a été sans doute très important puisqu'il a touché plusieurs églises de la ville. On suit son ampleur grâce à la mention dans ce texte des églises qui ont été touchées, donc du nord au sud. En fait, il a touché du nord au sud la totalité de la ville et plutôt la moitié orientale de la ville. Seule la partie occidentale, et notamment le castrum, paraît à l'écart du sinistre.
Donc l'église Saint-Thomas au sud a été détruite, l'Hôtel-Dieu au nord, donc Saint-Jean-Baptiste a été détruit, en passant par l'église de la Madeleine, en passant par Saint-Sauveur de mémoire, etc. Donc celui-là, sans doute un autour du 9e siècle, peut-être en relation avec des raids scandinaves. Celui du 4e siècle, autour du peut-être début 4e siècle, fin 3e, avant ou après la construction du castrum, c'est pas encore bon. On souhaite. Évidemment, celui du 15e siècle, 1472, celui dû au raid à l'assaut des Bourguignons, celui de 1940, bien évidemment, et d'autres. Vraisemblablement, quand on voit les images anciennes de la ville, on s'aperçoit quand même que c'est une ville largement figée qui remonte au 15e, 16e siècle. Voilà. Dans la continuité effectivement de cette réflexion, est-ce que vous avez de ce fait-là pu observer des modifications liées aux conséquences des incendies sur les modes constructifs qui auraient pu survenir après ces incendies ? Par exemple, l'utilisation des toits de chaume qui seraient peut-être remplacés par ultérieurement des matériaux moins inflammables. Évidemment, nous, on est réduit à souvent raisonner sur des traces, sur ce qu'il subsiste. Donc, souvent, sont uniquement les parties basses des maisons, au mieux, le plus souvent les fondations. Et des écrits. En ce qui concerne les écrits, on n'a rien remarqué de tel. En ce qui concerne les modes de couverture, les matériaux utilisés pour les couvertures, à l'Antiquité, évidemment, comme François l'indiquait, c'est la tegula, les tegulas et les embraces pour les tuiles de couvre-joint. On emploie encore, durant le Haut-Moyen-Âge, si ce n'est des tuiles récupérées de l'époque antique, où on fabrique encore des tuiles d'une typologie tout à fait comparable. En tout cas, on n'a pas de distinction. On retrouve encore des tuiles de tradition antique jusqu'au XIIe siècle. Dans des sédiments du XIIe siècle, on retrouve encore d'innombrables fragments de tuiles de tradition antique. Pas encore de tuiles plates à la mode médiévale. Et puis, donc, à partir du XIIIe, XIVe, là apparaissent ce qu'on appelle les tuiles plates, accrochées ou à clous. Et puis, il faut attendre le XVIIe siècle pour avoir des traces d'ardoise, peut-être des exemples un peu plus précoces. Évidemment, la chaume, par contre, là, on n'en a pas de traces, donc difficile. Oui, après, on a un inventaire. On a un inventaire tardif, oui. Oui. Je vous posais la question parce qu'effectivement, à Lille notamment, suite au grand incendie qui a aussi atteint le palais ducal ou comtal, il y a eu effectivement un édit qui a interdit les constructions à pans de bois. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas du tout. Et avec un nouveau mode constructif, mais radical. Et ça a été... Voilà. Et puis c'est là où on retrouve les fameux murs... les pignons à découvert dans les constructions qui viennent faire les refends qu'on avait vus lors de notre visite précédente. Merci. Merci à vous. Merci à vous.